Nous débutons aujourd'hui notre balade devant le pont royal. Et c'est pas innocent qu'il porte ce nom, n'est-ce pas? Il porte ce nom parce que c'est le roi Louis XIV qui va décider de construire un pont en pierre à cet emplacement. On avait précédemment un bac qui passait, donc évidemment c'était un peu dangereux que de passer en bac. Le roi Louis XIII avait fait construire un pont qui est un pont qui a été fragilisé, incendié, détruit. Le roi Louis XIV va prendre sur sa fortune personnelle pour offrir aux Parisiens un pont de pierre. Alors, c'est pas le pont d'Avignon et pourtant on y dansait sacrément. Exactement, c'est un lieu qui est très populaire, qui est juste à côté du Louvre, juste à côté du Jardin des Tuileries. Donc les Parisiens venaient danser, faire la fête sur le pont royal. C'est un pont qui va porter toutes sortes de noms parce que c'est le pont royal. Pont royal, c'est pas possible en période révolutionnaire, donc il va devenir le pont national. Et puis arrive Napoléon Ier, qui ne peut pas garder bien évidemment ce pont national, donc il va rebaptiser le pont des Tuileries pour qu'il redevienne ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il restera, je pense, toujours le pont royal. Voilà un pont à une allure beaucoup plus moderne, anciennement appelé le pont Solferino. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de la passerelle Léopold Sédar Senghor. C'est curieux, ce n'est que de l'acier autour de moi. C'est un pont qui est assez extraordinaire. C'est une des créations les plus récentes de Paris puisqu'il a été terminé en 1999. Donc ça y est, nous sommes à la fin du XXe siècle et on va construire ce pont extrêmement léger qui est une véritable prouesse. Il enjambe la Seine d'une seule arche et on a deux passerelles qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Là, nous avons une œuvre merveilleuse de Marc Mimram qui avait reçu un grand prix, l'Équerre d'argent, qui est l'équivalent d'un prix Nobel pour la réalisation de cette œuvre. Mais c'est très amusant parce que quand on marche dessus, on a l'impression de flotter, d'être en apesanteur. C'est un peu le principe de la passerelle. La passerelle, elle est plus légère. Si vous voulez, on est vraiment dans cette idée-là. Et c'est vrai qu'on passe par-dessus la Seine, que vous voyez en transparence. On a une légèreté qui surpasse un petit peu ce qu'on peut imaginer dans l'esprit de ce que vous avez déjà sur le pont des Arts. C'est quoi tous ces cadenas là? On n'est pas sur le pont des Arts pourtant. Ils sont plus sur le pont des Arts, les cadenas ils sont maintenant sur la passerelle Solferino. Ils ont été déplacés, la tradition se maintient. Donc évidemment, on a une menace nouvelle qui pèse sur ce pont. Alors la mairie vient, les retire petit à petit, on est obligé de retirer ces cadenas, ils reviennent. Mais ils reviennent parce que je crois qu'il y a une histoire de sauveteur de cadenas, non? Eh bien exactement, il y a un ange gardien des cadenas qui est un artiste qui s'appelle Phileas, qui a été contacté par des Chinois qui avaient scellé leurs cadenas, qui étaient trop malheureux effectivement de voir que la ville de Paris allait retirer cet amour trop fort. Ils ont contacté cet artiste qui a retrouvé le cadenas, qui leur a renvoyé. Donc aujourd'hui, il revient et puis il prend les plus beaux cadenas, il les garde chez lui et s'il retrouve les amoureux, si les amoureux le contactent, il peut vous rendre le cadenas. Donc vous voyez qu'on essaye de sauver un peu votre amour. On n'est pas à Paris pour rien, c'est la ville de l'amour. Et ces petits rubans, alors qu'est-ce qu'ils signifient? Je vois souvent des rubans avec les cadenas. Alors les rubans, ils arrivent, c'est une tradition qui est portugaise, qui est peut-être beaucoup moins dangereuse pour les ponts, qui consiste à sceller un ruban de couleur. Vous avez ça beaucoup en Amérique latine également. Ça commence tout juste à apparaître sur les ponts de Paris. Je dirais c'est assez joli, c'est moins dangereux en tout cas. Ça serait la solution pour remplacer les cadenas et sceller quand même son amour sur le pont. Un simple ruban et ça serait beaucoup plus léger. Voilà, et puis c'est assez poétique aussi finalement ce petit ruban qui vole au vent. Nous sommes donc place de la Concorde, au niveau du pont du même nom. Sa particularité, c'est sa composante, une pierre, mais pas n'importe laquelle. Effectivement, on va enfin avoir des pierres au moment de la Révolution française, puisque on va très rapidement décider de démonter la Bastille, la grande forteresse de la Bastille, qu'on va reprendre, on va réutiliser les pierres pour construire le pont que vous avez ici. Le symbole est très fort. Il faut que le peuple puisse fouler aux pieds les symboles de la monarchie renversée. La piétiner. La piétiner, exactement. Et c'est la raison pour laquelle on va appeler ce pont de la Concorde, ce qui fait le lien évidemment avec la place du même nom. Nous sommes sous le pont le plus impérial de la capitale, pas moins de 32 candélabres, des statues en or impressionnantes. Un pont qui a marqué l'histoire. Un pont qui est un pont historique dans le sens où il a été construit pour sceller une alliance entre la France et la Russie. Alliance qui était devenue nécessaire parce que la France a perdu, sous Napoléon III, la guerre de 1870. Donc oui, pont impérial, mais pont construit par la République. Comment s'exprime cette alliance franco-russe sur le pont? De manière très symbolique, puisque sur le pont même, vous allez trouver d'un côté les armes de la Russie, de l'autre côté les symboles de la France, avec notamment le République française et les armes de la ville de Paris. Et je crois que ce pont a son pendant en Russie.
Exactement, si vous allez à Saint-Pétersbourg, il y a le pont de la Trinité qui est construit par les Russes pour sceller cette alliance franco-russe. Au niveau architectural, c'est amusant parce qu'il n'y a qu'une seule arche qui enjambe la Seine. D'habitude, il y a plusieurs arcades. C'est une difficulté qu'on va rencontrer ici. La circulation sur la Seine n'est pas facile. Il faut penser aux navires qui vont passer ici. Si vous mettez un pilier, vous avez des risques d'effondrement du pont. Dans la mesure où on est juste après un coude de la Seine, il fallait absolument avoir une seule arche. Comment avoir cette arche d'une portée de 40 mètres ? Utiliser des matériaux qui sont les matériaux de l'époque, qui sont des matériaux modernes. On va faire un pont métallique. Donc là, on a quand même quelque chose qui est tout à fait intéressant. On est dans la continuité de ce qui va se faire en cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On a cette portée, cette importance du métal. Et je dirais que c'est assez amusant de voir que le pont est tout à fait voisin de la Tour Eiffel. Le pont Alexandre III, il est aussi construit pour l'exposition universelle. On a le projet de créer un axe nouveau qui part des Invalides et qui va rejoindre le Grand et le Petit Palais. Donc la splendeur du pont Alexandre III s'explique aussi par l'importance de cette exposition universelle qui veut ouvrir le XXe siècle avec cette ville de Paris, Paris capitale de la lumière, Paris ville des lumières. Et au pied de ce pont, une entrée de métro que tout le monde ne connaît pas et qui est encore un bel écho à l'exposition universelle. L'exposition universelle, on l'a vu, c'est une exposition qui ouvre sur ce XXe siècle, sur lequel toutes les espérances sont bâties. C'est la vitesse et bien évidemment, c'est le transport qui va se développer avec ce fameux métropolitain. Il y a énormément d'espérances sur le métropolitain. On va passer sous la Seine, on va pouvoir traverser Paris dans des conditions absolument extraordinaires. On est sur l'avenir. Donc c'est une station de métro qui est très très élégante et qui est finalement assez peu connue des Parisiens. J'en profite, comme je dois y aller, je m'engouffre dans cette bouche de métro. En attendant, je vous laisse profiter de la vue sur l'un des plus beaux ponts parisiens. À bientôt.